Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve chez beaucoup de freelances. C'est-à-dire qu'ils arrivent à obtenir une mission et ils rentrent dans un espèce de tunnel, quoi. Karim, d'après toi, pourquoi le marché du freelance s'est tendu en 2025? Moi, j'ai accompagné des centaines de freelances sur les 10 dernières années et j'ai remarqué qu'en fait, plus de 80% des missions n'atterrissaient jamais sur les job boards. C'est ce qu'on appelle le marché. Imaginez ce qui se passe si vous restez plusieurs années sans rentrer en contact avec des gens de votre écosystème. Ça, c'est la cata. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un épisode de ce podcast où j'ai le plaisir d'inviter Karim Belhamri, qui est un expert en coaching de freelance, et il va nous partager son expérience sur tout ce qui est lié au positionnement, à la création de valeur, aussi à la prospection et à l'analyse du marché caché. Karim, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Karim Belhamri. Donc, je suis mentor pour freelance. Et en fait, j'apprends aux freelances de la tech et de l'industrie à trouver les missions freelance grand groupe avant qu'elles atterrissent sur les job boards et les plateformes freelance, dans un premier temps. Et dans un second temps, j'apprends aussi à ces freelances à contractualiser en direct auprès de startups et de PME, en direct avec ces boîtes, pour vendre leurs services, que ce soit en régie ou au forfait ou à temps partiel ou en full remote. Pas mal de choses qui sont possibles pour ce genre de cible. Merci pour cette présentation. Donc, on va aborder 4 grands sujets au cours de ce podcast. Donc, en premier, on aura le positionnement et la création de valeur. On va avoir quelques questions sur ce sujet-là. Et ensuite, on en aura d'autres qui vont permettre aux développeurs essentiellement et aux freelances plus largement d'apprendre de très bons tips et astuces pour s'améliorer dans leur quotidien, que ce soit sur des aspects de prospection, sur des aspects de branding, de positionnement, d'analyse de marché. Donc voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast. Aussi, mettez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner aussi parce qu'il y en a d'autres qui arrivent avec de super invités. Voilà, ça me ferait très plaisir si vous soutenez ce travail-là. Et aussi, dans la description, vous retrouverez tous les liens et toutes les informations liées à Karim. Donc, pour aller le suivre sur LinkedIn, pour voir qu'est-ce qu'il fait au quotidien, comment il accompagne les personnes, donc les freelances. Et si vous pouvez aussi aller lui donner de la force, c'est super sympa. Merci à vous. Alors, la première question que je vais avoir pour toi, donc je sais que tu accompagnes des profils très variés, pas uniquement des développeurs, alors que dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui font du coaching aussi, mais ils accompagnent essentiellement des développeurs. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de voir avec toi quelles sont les erreurs de positionnement que tu vois le plus souvent chez les freelances. Alors, le positionnement, c'est un gros sujet qui intéressait pas forcément d'ailleurs les freelances il y a quelques années. Et maintenant que le marché s'est tendu, ça devient quelque chose qu'il faut prendre en compte et c'est essentiel. Il y a 2 grosses erreurs que je vois très souvent chez les gens. La première grosse erreur, c'est de pas comprendre suffisamment son marché, ce que demande son marché. Et la deuxième grosse erreur, et ça c'est plus valable pour la contractualisation directe, c'est de proposer des services sur des problèmes qui sont pas douloureux. Et quand on va parler de façon, Lucien, tous les deux, on va volontairement mixer ce qu'on appelle le marché grand groupe et le marché de la contractualisation directe. En fait, c'est 2 marchés qui s'adressent pas de la même façon. Le marché grand groupe, il faut quasiment forcément passer par des intermédiaires, donc connaître en fait la langue, ce que recherchent ces intermédiaires. Et le marché de la contractualisation directe, il s'adresse pas forcément de la même façon, parce que là, on va aller attaquer directement des décisionnaires techniques de ces boîtes. Et pour le coup, la notion de positionnement, c'est pas forcément la même, selon qu'on parle du marché grand groupe ou qu'on parle du marché de la contractualisation directe. Quand on parle du marché grand groupe, ce qui est le plus important, c'est de comprendre quelles vont être les compétences qui sont recherchées auprès de ces grands groupes, et donc en particulier auprès des intermédiaires. Parce que c'est ça qui va servir à être attractif, à mettre à jour typiquement son profil LinkedIn, et de pouvoir mieux vendre ses services. Et donc après, la grande question, c'est comment je fais pour savoir quelles sont les compétences qui sont recherchées dans mon domaine, et puis les binômes ou les combinaisons de compétences qui sont les plus recherchées pour du marché grand groupe. En fait, il y a 2 grandes façons de le faire. Soit vous restez derrière votre ordinateur, et ou vous allez au contact d'intermédiaires. Donc vous pouvez tout à fait aller vous balader sur les plateformes freelance. Il y a plein d'infos sur comment est wordé justement les fiches de mission qui correspondent à ce que vous savez faire, comment sont wordés, exprimer les intitulés de mission. Pareil pour les activités justement qui vous seront confiées, quels sont les buzzwords qui reviennent régulièrement. Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait utiliser
Tech Insight, justement, Lucien, je crois, de mémoire, vous avez des fonctionnalités spécifiques là-dedans pour vous mâcher le travail et aller beaucoup plus rapidement. Et pour moi, c'est indispensable de faire ce travail à minima pour savoir ce qui est recherché par le marché et voir aussi un petit peu quelle est l'offre, quelle est la demande, etc. Parce que sinon, vous allez naviguer à vue. Et ça, c'est la catastrophe derrière. Parce que si on ne vous contacte pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi on ne vous contacte pas. Et même si vous prospectez des intermédiaires et qu'on ne vous répond pas, vous ne saurez pas pourquoi on ne vous répond pas. Donc ça, c'est plutôt la première chose, donc côté plateforme. Et la deuxième, il faut carrément rentrer en contact avec des intermédiaires. Je sais que ça fait peur aux gens de faire ça. Surtout que pour moi, en tout cas, la meilleure façon d'aller extraire des infos sur votre marché auprès d'intermédiaires, en fait, c'est quand vous êtes déjà en mission. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que je rentre en contact avec des intermédiaires alors que je cherche rien à l'instant T? Oui, parce que beaucoup, ils Premièrement, les abandonnent, en intermédiaires, fait. Beaucoup oui, abandonnent quand ils exactement. sont en mission. Ils délaissent toute activité à la fois sur LinkedIn, mais aussi même dans Ouais. dans l'entretien du réseau, sans forcément aller chercher de nouveaux contacts, travailler déjà les contacts existants pour montrer qu'on est toujours là et qu'on est actif. C'est important. Ouais, c'est un phénomène qu'on retrouve chez beaucoup de freelances. C'est-à-dire que, en fait, ils arrivent à obtenir une mission et ils rentrent dans un espèce de tunnel, quoi. Donc, ils vont se concentrer pendant 1 an, 2 ans, voire même 3 ans, des fois, voire même plus, sur leur mission. Ils vont parler à absolument personne. Et quand la mission s'arrêtera, bah, ils vont devoir lever la tête. Ils vont se rendre compte que le marché il a complètement changé. Ils n'ont pas de réseau et ça, c'est la cata. Et moi, j'ai eu beaucoup de gens au bout du fil qui étaient dans cette situation avec des fois des missions qui ont duré 4-5 ans. Hein. Et on C'est en énorme. reparlera peut-être un peu plus tard de ça, là, de comment le marché a évolué. Tu sais, avant 2020 et maintenant, le marché a énormément évolué. Il est passé par des hauts incroyables. Il est passé par des bas incroyables. Imaginez ce qui se passe si vous restez plusieurs années sans rentrer en contact avec des gens de votre écosystème. Ça, c'est la cata. Donc, il faut faire ce travail, rentrer en contact avec des intermédiaires alors que vous êtes déjà en mission. Ils accepteront. Et puis, leur poser les bonnes questions, justement, pour lire le marché à travers eux. Et apporter de la valeur aussi en parallèle à ces intermédiaires. Hein. C'est une discussion. Ils vous apportent de la valeur, vous apportez de la valeur. Dites-vous bien qu'un intermédiaire, pour lui, le plus important, c'est sa connaissance du marché, en fait. C'est pour ça qu'il est payé. C'est pour sa connaissance du marché auprès de ses clients. Pour ça, il faut absolument faire ce travail. C'est la capacité de l'intermédiaire à aller sélectionner justement à l'instant T les bons profils, les A-players pour une entreprise qui a des besoins spécifiques parce qu'il est le relais parfait. Il connaît les deux dimensions, les besoins de l'entreprise et les besoins des développeurs. Et tu mentionnais d'ailleurs un point très important qui est souvent délaissé justement, c'est l'étude de marché. Donc, je reviens dessus. Donc, oui, c'est ce que nous, on a mis en place avec Tech Insight. On a voulu le faciliter pour les développeurs. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué à force de discuter avec les développeurs qui est très souvent délaissé. Et comme tu dis, il y a une forme d'incompréhension sur pourquoi on ne répond pas, pourquoi mon CV n'est jamais sélectionné. Je comprends pas. Pourtant, avant, ça marchait. Aujourd'hui, ça marche plus. Souvent, c'est la phrase qui revient. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai ce genre de phrase-là, je parle pas de juniors ou de personnes qui ont moins de 2 ou 3 ans d'expérience. Qui forcément c'est un peu différent. Mais pour les gens qui ont plus de 5 ans et qui ont ce genre d'attitude-là, très souvent, c'est parce que j'ai remarqué il n'y a pas ce travail d'étude du marché et du coup de remise en question de son positionnement, comment je peux aborder, comment je peux mettre en avant mes compétences. Et ça c'est quelque chose qui a réfléchi très souvent, mais d'ailleurs, ça s'explique très bien par l'état du marché, en fait. Quand tout va bien, bah, tu reçois régulièrement des opportunités de mission, tu as beaucoup de choix, tu n'as même pas besoin de te prendre la tête, est-ce que le marché, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il recherche. De toute façon, tu reçois plein de choses. Le problème, c'est que le jour où le marché se retourne, et ça arrive dans toutes les disciplines au monde, eh ben, en fait, tu es complètement dans le flou. En fait, tu deviens aveugle. Tu sais plus, est-ce que c'est parce que les gens sont plus intéressés par ce que j'ai à proposer? Est-ce que c'est parce que, bah, dans mon domaine, maintenant, si on parle du freelancing, par exemple, bah, ils ont décidé de tout internaliser et puis c'est fini? Est-ce que bah, mes activités, au final, ça a été, j'exagère volontairement, mais donné à des agents IA qui font tout à ma place maintenant? Et si tu n'es pas rentré au contact de personnes de ton écosystème, tu ne le sauras jamais. Et ça, maintenant, en 2025, il faut surtout pas faire ça. Il ne faut pas rester aveugle, sinon c'est un peu la cata. Ouais, ça peut devenir même critique avec les années à venir. Du coup, ça me permet même de faire le lien avec la deuxième question, ce dont on parlait. C'est justement par rapport au positionnement. Toi, comment tu aides les développeurs au quotidien dans tes accompagnements à identifier du coup leur vraie valeur ajoutée au-delà du code. C'est-à-dire que des fois, ils sont très connus.
Il y a plein de personnes qui sont développeurs, qui sont très bons techniquement, qui sont très bons dans pas mal de domaines liés au code, de près ou de loin, dans la gestion de projet, etc. Mais comment tu les aides justement à revoir ce positionnement par rapport à la fois aussi au marché, leur faire prendre conscience que ce qui a été mis en avant hier, c'était telle chose, aujourd'hui ça ne l'est plus parce que le marché a évolué dans tel sens, et du coup comment tu leur fais aborder ça? Une fois de plus, ça dépend des typologies de marché. Pour le marché grand groupe, je les fais rentrer en contact avec des intermédiaires directement très vite, pour qu'ils aillent comprendre justement qu'est-ce qui est recherché, quelles sont les compétences recherchées, qu'est-ce que les intermédiaires ont du mal à trouver, quels sont les types d'activités qu'on leur donne, quelle est la typologie des secteurs, des clients, etc., pour qu'ils accumulent de la data le plus rapidement possible sur leur marché. Pour moi, c'est obligatoire de faire ça, et ça peut permettre de créer des opportunités business, parce que vous allez rentrer en contact avec des intermédiaires qui potentiellement ont des missions, et donc ça permet de faire du business assez rapidement. On fait un go-to-market très, très, très rapide. Et ensuite, pour tout ce qui est contractualisation directe, donc tout ce qui est start-up PME, la démarche est un peu différente. Ce qu'on fait, c'est que on fait le lien entre les compétences techniques que les développeurs ont et les problèmes qu'ils résolvent. Et d'ailleurs, à partir du moment où on commence à faire ça, c'est là où on rentre dans une vraie démarche business. On met la technique un petit peu de côté et on rentre dans la vraie démarche business. Parce que demain, quand vous allez vouloir prospecter des startups, des PME, etc., surtout dans un milieu maintenant où il faut se différencier, si vous arrivez et que vous dites je suis développeur ci, je suis développeur ça, en général, on va vous dire, s'ils ont déjà des gens de ce type, écoutez, on a ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous faites un focus quand vous prospectez ces gens sur le problème que vous résolvez, il y a de plus grandes chances justement qu'on vous réponde. Et dans ce cas, il faut savoir faire le lien entre les compétences techniques et les problèmes qu'on a résolus. Donc ça, les gens ont beaucoup de mal au début. Ils ont beaucoup de mal parce qu'on n'est pas habitué à réfléchir comme ça. Parce que tu sais, tu prends les fiches de mission, tu prends les fiches de poste, c'est pas exprimé en fonction des problèmes que tu as Non, résolus. jamais, C'est jamais. exprimé en fonction des compétences, des activités que tu as faites, des solutions que tu as mis en place. Mais le problème, c'est que la base, le vrai levier pour prospecter et pour vendre, c'est le problème. C'est pas la solution. La solution, c'est un peu la cerise sur le gâteau quand ton prospect a pris conscience de son problème, etc., et qu'il est à la recherche de solutions. Donc ça, c'est un sujet qui prend un petit peu de temps à prendre au début, mais une fois que tu as pris le pli, ça change complètement ta mentalité et ça ouvre ensuite plein de choses que tu peux faire autres que de la prestation de service. On pourra en discuter, hein, des SaaS, des ci, des ça. Ça réfléchit de la même façon, en fait. Hein. Oui, parce que tu as tout résumé quand tu as dit qu'en fait, le cœur du sujet, c'est le problème. Si j'arrive à adresser un problème, à montrer que je sais de quoi je parle et que je sais résoudre tel problème de manière très spécifique et que je suis très précis là-dessus, en fait, l'audience qui est de l'autre côté, elle comprend directement le message et elle t'identifie comme quelqu'un qui répond à un problème et non pas une boîte à outils. C'est un développeur, au final, il est très souvent vu comme une boîte à outils qui a quelques outils parce qu'en fonction des langages qu'il connaît, et on va choisir voilà ce qu'il a besoin quand on en a besoin. Donc, c'est un peu self-service. Alors que là, vous venez comme un intervenant à part entière qui va venir résoudre un problème, une douleur forte chez un client, du coup, chez un prospect. Et là, ça change totalement la donne. Et c'est la même chose pour le SaaS. En fait, c'est la même chose pour tout produit et tout service. Et ça, beaucoup de développeurs ne l'ont pas compris. Ouais. Exactement. Mais en fait, c'est normal quand tu réfléchis, tu vois. Parce que les gens, ça, on en discute souvent, mais en fait, en France, on peut devenir freelance dans la tech, typiquement développeur freelance, sans avoir de compétences en marketing et en vente. C'est-à-dire purement avec ses compétences techniques, on peut trouver un équivalent dans le monde du freelancing parce qu'il y a des intermédiaires qui vous apportent des missions sur un plateau d'argent, etc. D'ailleurs, les années précédentes, en particulier entre fin 2020 et fin 2022, c'était un âge d'or, c'était incroyable, il y avait des missions partout, même des profils qui étaient plutôt juniors arrivaient à trouver des missions en full remote sans problème. Bon, maintenant, le sujet est un petit peu différent, c'est un peu compliqué. Ouais. Et après, il faut faire attention aux changé, compétences aussi. Hein. Peut-être tu viens d'en parler, Lucien, quand tu disais ne pas être une boîte à outils. Moi, je considère que sur le marché grand groupe, il y a deux typologies de freelance qui peuvent galérer, justement à cause de leurs compétences. Les profils juniors et les profils expérimentés, dans la plupart des disciplines. Les profils juniors parce que souvent les intermédiaires, on va leur demander, on a besoin de X années d'expérience. Donc, tu peux être un profil junior, mais être très bon dans ce que tu fais,
c'est triste à dire, hein, si tu vois, tu t'es pas dans les cases, ça va être compliqué de les convaincre. Et c'est pareil pour les profils très expérimentés. En fait, j'ai remarqué que, franchement, dans la plupart des disciplines en dev, à partir de 7, 8 ans, 9 ans d'expérience, eh ben, tu vas être mis en concurrence avec des gens qui ont moins d'expérience que toi. Et qu'est-ce qui va vous différencier? C'est le TJM. Tu vois? C'est ça. Ça, il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis toujours que le marché grand groupe, c'est souvent un marché de commodité. Tu vois des fois des super devs, 15 ans d'expérience, très forts et compagnie, ils viennent te voir et te disent, je suis dégoûté. Ben, au final, on a pris un fric qui avait 6 ans d'expérience de moins que moi. Pourquoi? Parce que il était moins cher. Il était à 100 euros, 150 euros de TGM de moins. Ouais, c'est comme C'est ça, les normal, hein. clients. Hein. C'est normal. Faut essayer de Normal parce comprendre. Hein. que, encore une fois, on en revient au problème. Le problème que toi, avec tes 15 ans d'expérience et du coup l'autre qui en a peut-être que 7 ou 8, donc la moitié, vous allez résoudre Ouais. le même problème. Peut-être que tu le feras un peu vite, un peu plus vite, un peu mieux, mais c'est pas ça qui change beaucoup pour le client. Alors que si tu t'adresses sur l'autre marché, le marché du coup des PME, TPE, startups, etc., et que tu parles avec des décisionnaires qui, eux, ont des problèmes un peu plus forts et un peu plus globaux aussi, au-delà du code, tu arrives à montrer que tu comprends ces problèmes-là et que tu peux les résoudre, ta valeur perçue, elle va être élevée, très élevée. Bien Bien plus. sûr. Surtout que c'est un marché, au final, qu'est-ce qui fait que le marché grand groupe, enfin, on a la sensation qu'il est saturé, parce que c'est le marché qui est le plus facilement accessible. C'est le marché qui vous est apporté sur un plateau d'argent par les intermédiaires. Et les intermédiaires s'intéressent particulièrement à ce marché parce que c'est le plus prolifique, c'est là où il y a le plus d'argent. Un intermédiaire, quand il rentre chez un client grand groupe, il sait qu'il va pouvoir placer des freelances pendant plusieurs années derrière. Et donc, il ne veut pas forcément mettre la même force commerciale et le même effort dans des boîtes qui sont plus petites. Aujourd'hui, et moi je fais ça tous les jours avec les freelances, le milieu start-up PME pour la contractualisation directe, c'est très peu fait. Pourquoi c'est très peu fait? Parce qu'il faut apprendre à prospecter, il faut apprendre à se positionner. Mais une fois que vous savez faire ça, et que vous avez, on pourra y revenir plus tard, hein, vous êtes discipliné sur votre prospection et compagnie, il y a plein de choses qui sont possibles, même pour des profils justement qui sont plus juniors et qui peuvent tirer leur épingle du jeu, alors que c'était compliqué pour eux côté grand groupe. Et du coup, selon ton expérience, en 2025, qu'est-ce qui va être le plus efficace pour travailler son positionnement? Enfin, si tu devais donner allez, un ou deux éléments, un ou deux trucs comme ça que les développeurs doivent se mettre ça dans la tête que 2025, il faut qu'ils bossent sur ça pour ressortir leur épingle du jeu, justement. C'est très simple. Pour le marché grand groupe, poncez les plateformes freelance, inscrivez-vous à Tech Inside, prenez le maximum de data sur votre marché pour savoir qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui n'est pas recherché. En plus de ça, complétez avec des calls avec des intermédiaires, posez-leur des questions pour lire le marché à travers eux, et vous allez avoir énormément de data, et c'est ça qui va vous permettre de vous positionner efficacement sur un marché grand groupe. Pour les gens qui veulent apprendre à contractualiser en direct, dans un premier temps, faites le lien entre les problèmes, ce que vous avez mis en place dans vos expériences précédentes et puis les problèmes au final que vous avez résolus. Et essayez d'identifier un problème récurrent qui revient dans tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Identifiez les problèmes qui sont plutôt douloureux, puis ensuite rentrer en contact avec des décisionnaires de ce genre de cible pour faire ce qu'on appelle des interviews persona. Dites-leur que vous êtes en train de créer une offre à destination, par exemple, des PME ou des startups qui font du SaaS B2B entre X, je sais pas, entre 20 et 50 personnes. Et dites-leur que vous êtes en train de créer une offre de service sur une thématique en particulier. Faites plein d'interviews. Regardez si le problème que vous aviez résolu à l'époque est vraiment douloureux chez ces personnes et allez découvrir leurs vrais problèmes. Et faites ce travail. Mais dans tous les cas, vous allez devoir discuter avec les gens. Je sais, c'est compliqué, mais c'est la meilleure façon de tirer son épingle du jeu en 2025. Ben justement, c'est la transition parfaite aussi dans la question suivante. Et du coup, là, on va parler de tout ce qu'il y a à la prospection et à la vente pour les développeurs. C'est très courant que les développeurs soit n'aiment pas la vente, et souvent, est-ce qu'ils aiment pas la vente? Pourquoi? Parce qu'ils en ont peur, ils ne savent pas si ils savent comment faire en fait. Donc, comment toi tu les aides à dépasser cette peur au final? Il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, on a peur de la vente. Moi, j'ai remarqué, c'est parce que souvent, on a été exposé à des vendeurs de tapis. C'est pas du tout péjoratif quand on dit vendeur de tapis. Hein. Il y a des vendeurs de tapis qui vendent très bien leurs tapis, qui le font bien. Des tapis qui sont très chers d'ailleurs. Euh,
Ce que je veux dire, c'est que les gens ont une vision négative de la vente. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente, c'est juste, entre guillemets, là pour valoriser vos compétences techniques. Vous savez ce que vous valez au niveau technique. Mais les gens en face de vous, ils ne le savent pas. Donc la vente, c'est juste comment je fais un transfert de ce que moi, je sais ce que je vaux, comment je fais pour le transférer auprès de la personne d'en face. C'est ça la vente. C'est tout. Donc la vente, c'est pas bien, c'est quelque chose de complètement neutre. Après, plus concrètement, moi, je suis pas un spécialiste du développement personnel. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fait peur aux gens et qui remet pas en cause leur intégrité physique, eh ben, je leur fais faire. Une première fois. Comme ça, ils se disent, ah, ok, bah, au final, ça pique pas. Une deuxième fois, une troisième fois. Et ils sont, au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus à l'aise avec ça. Et dans mon programme, ce que je fais, pour que ce soit encore plus doux, c'est que dans un premier temps, je les fais rentrer en contact avec des prospects, mais pas pour vendre. Pour bosser leur positionnement. Ça revient à ce qu'on disait juste avant, en fait. Sans la peur de la Comme vente, ça, du coup. sans la peur de la vente. Tu vois, on n'est pas là pour vendre. On est là pour échanger avec des gens, des intermédiaires, des décisionnaires, pour qu'ils apprennent dans un premier temps à faire l'effort de rentrer en contact avec des prospects, parce qu'en général, ils n'ont pas l'habitude de le faire, ce qui est normal. Et ensuite, quand ils sont face à ces prospects, comment poser les bonnes questions pour extraire des informations intéressantes, pour générer de la confiance, etc., etc. Ça, quand tu arrives à faire ça, déjà, tu as fait un gros pas vers la vente. Un énorme pas, mais sauf que tu t'en rends pas forcément compte. Et ensuite, quand tu as un positionnement qui est propre, là, je les fais rentrer sur de la prospection dite orientée proposition de valeur, donc de la prospection pour vendre leurs services. Et en fait, ils arrivent à vendre assez naturellement derrière, parce qu'ils ont l'habitude de rentrer en contact avec des gens, de discuter avec les gens. Ils se rendent compte que ces gens, ils ont 2 bras, 2 jambes, qui sont pas forcément méchants. Et donc, ça se fait au fur et à mesure. Et ça vient avec la pratique, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut reconfigurer son cerveau au fur et à mesure. C'est intéressant parce qu'au final, c'est comme si ces personnes-là avaient un mur à passer, du coup, qui est le fait de vendre une première prestation. Pour eux, c'est leur premier mur. Et toi, tu viens, tu leur construis une échelle, tu mets des paliers à cette échelle-là, tu leur fais monter petit à petit cette échelle, et à la fin, au bout de peut-être un mois, suivant les profils, de plus ou moins, quoi, peut-être, des fois, ça peut aller très vite, je suppose, les personnes arrivent à faire leur première vente. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et je pense que c'est une attitude que les développeurs devraient aborder dans plusieurs choses. Ça peut être sur la création de contenu, sur la prospection, sur la vente, sur énormément de choses. C'est au final, ça revient à décomposer du code. Si on fait le parallèle au final dans le développement, dans le code, des fois il y a des bouts de code qui sont très gros, on a des très grosses fonctions. Et ben, en fait, on va la décomposer. On va décomposer un problème en plusieurs petits problèmes et on va venir le résoudre petit à petit. À la fin, on aura résolu le grand problème. Là, c'est un peu le même principe. Venir En fait, décomposer tout ça. c'est vrai que c'est applicable dans tout dans la vie. Hein. C'est applicable dans tout. Tu vois, on a un gros objectif et on se dit, en fait, si tu considères que ce gros objectif, t'es mort. Parce que c'est paralysant. Tu sais, c'est la fameuse métaphore de la montagne. Ouh là là, je dois monter tout en haut, c'est fini. Mais si tu regardes les escaliers par lesquels tu vas devoir monter, le premier step, le deuxième step, là, c'est beaucoup plus rassurant. Et en fait, tout est possible de ce côté-là. Il faut faire attention. On dit, beaucoup de gens assimilent la vente aussi à de la tchatch. En fait, la vente, c'est pas de la tchatch. C'est pas vrai. La tchatch, c'est de l'énergie qui est pas très bien canalisée. La vente, c'est de la méthode. Il faut apprendre la méthode de la vente. Il faut l'appliquer. Moi, je connais beaucoup d'excellents vendeurs qui sont introvertis. C'est des gens introvertis, mais ils sont méthodiques. Ils rentrent dans un personnage aussi. Des fois, il y a aussi cette personnification de qui je suis professionnellement. Donc, on se crée une identité professionnelle. On se détache un petit peu de sa personne, de nos émotions aussi. Le but, c'est pas d'être une nouvelle personne, mais de se détacher plus de ses émotions. Et j'avais entendu ça dans un autre podcast, justement, que c'était une attitude qui aidait à surmonter nos peurs. Ça peut être dans le business, ça peut être dans d'autres choses. C'est-à-dire de mettre un petit peu un jeu de rôle, créer un jeu de rôle, en fait, où on devient un vendeur. Voilà, on se met dans la peau du vendeur et on n'est pas là, vu qu'on sait qu'on n'est pas là pour faire du mal à autrui, qu'on n'est pas là pour, voilà, on est quand même là pour rendre service, pour vendre quelque chose d'utile. Faut pas vendre des scams, faire être un scam et vendre n'importe quoi, justement. Si on sait qu'on vend quelque chose qui est nul, c'est normal de pas être aligné avec ça. Au contraire, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a un petit espoir pour vous. Mais si vous vendez quelque chose qui est bien, faut être aligné avec et il faut y aller, quoi. Faut être aligné. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, Lucien. Là, il y a une métaphore. Bon, ça doit venir des États-Unis, comme d'habitude, les trucs comme ça.
par rapport à la vente et la prospection, où on te dit, si demain tu avais la cure contre tous les cancers du monde, est-ce que tu passerais pas ton temps à prospecter et à vendre ta solution? Oui. Dans ce cas, considère que toi, les compétences que tu as, les solutions que tu peux apporter, les problèmes que tu peux résoudre, considère que c'est une cure contre le cancer. Bon, tu vas sauver des problèmes business qui sont, j'allais dire, tout aussi importants, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de se rapprocher des gens, de valoriser ses compétences techniques, parce que c'est pas, tu vois, quand des gens te disent, ouais, mais mon client ou mon prospect, il n'arrive pas à avoir la valeur de ce que je lui apporte. C'est pas la faute du prospect. C'est pas la faute du prospect. C'est juste le freelance ou le développeur, peu importe son statut, qui n'a pas su justement faire ce transfert. Parce qu'une fois que le transfert il est fait, il y a un truc très connu en marketing, c'est des notions de valeur réelle, valeur perçue. Ça, c'est très très connu. La valeur réelle, c'est la valeur que vous avez intrinsèquement, et la valeur perçue, c'est la valeur que perçoit la personne d'en face. Beaucoup de gens qui sont bons techniquement ont une valeur réelle bien supérieure à leur valeur perçue. Le but, c'est d'amener la valeur perçue à minima au même niveau que la valeur réelle, voire un petit peu au-delà. Bon, pas trop au-delà, parce qu'après, ça fait un petit peu bizarre et les gens vont être déçus. Mais voilà, il faut garder ça en tête. La vente, c'est neutre. Pas trop se prendre la tête sur ça. Mais d'ailleurs, c'est ce dont on parlait dans le précédent podcast avec Ramzi, justement, sur la vente, pour inciter justement les développeurs aussi à casser ces barrières-là. Et très souvent, c'est la première vente qui fait peur, peu importe ce que vous faites. C'est pour ça que lui, par exemple, Tugan Bara, qui est un peu son mentor et qui l'a formé, qui a formé Ramzi au marketing, conseillait justement des fois de vendre des produits d'autrui pour s'y essayer. Et je trouve que c'est quelque chose de pertinent. Par affiliation, ça permet des fois parce que ça crée un détachement en fait avec sa personne. Le produit, je sais qu'il est fiable parce que c'est de telle entreprise, par exemple, on va dire des gens que c'est un peu, ça se fait souvent maintenant, c'est sur Hostinger. Alors on vend un service qui est connu et reconnu comme fiable, donc il n'y a pas de problème avec ça, on est aligné, pas de souci, même très souvent nous-mêmes on l'utilise, donc on le vend. Et en fait, quand on fait nos premières ventes par affiliation sur un produit comme ça, on se dit en fait, c'est pas si compliqué que ça. J'ai juste mis en avant j'ai augmenté la valeur perçue justement d'un produit et d'un service qui n'est pas le mien, mais d'une entreprise connue et reconnue. D'autres personnes l'ont acheté, que je ne connais pas très souvent. Et en fait, on se dit, en fait, la vente, c'est juste ça. Et quand on fait le parallèle avec soi-même, en fait, on se rend compte qu'on est capable de faire la même chose pour soi-même. Et ça déverrouille aussi beaucoup de potentiel. Il y avait juste le truc, je sais qu'aussi, il y a beaucoup de développeurs ou des gens qui sont dans la tech de façon générale. Quand on parle vendeur, ils pensent à quoi? Commercial de SN. Mauvais commercial de SN, je précise. Okay. Et ils en ont de mauvais souvenirs, etc. J'ai pas envie de devenir comme ça, etc. Mais là, la méthode que tu as donnée, elle est très bonne. Commencer à vendre par affiliation un produit qui a déjà été vendu, qui est respecté, qui fonctionne bien et tout. C'est pas ton produit, donc tu te détaches de ça. Et après, tu peux commencer à vendre tes propres compétences. Bonne idée, ouais. Exactement. Donc là, est-ce que tu peux nous partager une success story d'un de tes clients qui a transformé du coup sa façon de prospecter, qui a obtenu de bons résultats quand il y a eu un avant-après? Avant-après. J'ai pas mal de success stories de ce côté-là pour que ça puisse aider les gens justement pour qu'ils puissent s'identifier. Je peux te donner un peu les points communs qu'ont ces personnes qui ont réussi à transformer leur façon de prospecter. Ouais, parce qu'il y a des récurrences en fait chez ces personnes. Oui, bien sûr. Il y a des récurrences. Dans un premier temps, il y a un truc qui est très 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 important sur la prospection, c'est la discipline. La discipline, c'est fondamental quand vous prospectez. La prospection, c'est pas un jour, un lundi, on envoie 10 messages, personne répond et on se dit la prospection, ça marche pas. C'est pas ça et c'est même exactement l'inverse d'ailleurs. Donc il faut des gens disciplinés qui prospectent régulièrement sur des routines qu'ils ont mis justement noir sur blanc sur leur planning et qui s'y tiennent, comme le sport, c'est pareil, comme se brosser les dents, c'est pareil. Et ensuite qui prennent du feedback régulièrement et qui sont dans une démarche itérative. Ça, c'est très important parce que la prospection, c'est 3 choses. C'est de la méthodo, il faut apprendre la méthodologie de prospection. Il faut apprendre comment analyser ces résultats de prospection et il faut savoir comment itérer par rapport à ces résultats. Donc, la méthodo, ça s'apprend. Ensuite, il faut regarder ces résultats. Où est-ce que ça bloque? Où sont les trous? Analyser ça, mettre en place les plans d'action et itérer.
Donc, les gens qui sont disciplinés et qui sont dans une démarche itérative, ils y arrivent très, très bien. Par contre, les gens qui sont pas forcément disciplinés, qui prospectent quand ils sont motivés, qui analysent pas leurs résultats, mécaniquement, ça te mène nulle part, en fait. Tu vois, et c'est frustrant, c'est fatigant, et tu dis, en fait, je préfère passer à autre chose. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, d'ailleurs. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on m'avait appris très tôt en formation. En fait, à la suite de ma première formation, on m'avait fait un accompagnement avec une RH et elle m'avait fait réaliser un tableau Excel où je mettais toutes les candidatures que je faisais de la journée, au jour le jour. Donc, je candidatais pas mal au début, pour mon premier taf. Et je mettais les réponses que j'avais eues, quel type de réponse, etc. Et ça permettait rapidement, au final, au bout de quelques jours, de me dire, ah ouais, mais là, je sais pourquoi j'ai eu une mauvaise réponse, j'ai eu un refus direct. Parce qu'en fait, j'ai envoyé un CV, un truc à l'arrache, et j'ai contacté personne. Là, je sais pourquoi j'ai eu un entretien, et parce qu'en fait, j'ai envoyé un message privé personnalisé sur LinkedIn. Je me suis vraiment intéressé, etc. à l'entreprise. Mais tout ça, je l'avais traqué. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé une méthodologie, petit à petit, où en fait, j'avais de bons résultats. Et en même pas un mois, j'ai trouvé mon premier taf. Alors que je sortais de formation. J'étais en alternance. Alors, cette démarche, peu de gens l'ont, cette démarche itérative. Alors, des gens en plus qui sont là pour chercher leur premier boulot. Le premier boulot, il y en a encore moins. Et en fait, c'est la clé. C'est une excellente démarche. Quand tu commences à réfléchir comme ça, en fait, tu enlèves l'émotionnel des choses. Tu commences à agir. Faut être un robot en prospection. Ouais, c'est là, c'est 100% pragmatique. Des inputs, que les chiffres. Pragmatique, exactement. Tu vois, ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Tu regardes les chiffres, tu as balancé des inputs, tu regardes où t'en es, hop, où est-ce que ça bloque, des récurrences dans ce qui marche bien, tu fais plus de ce qui marche, t'enlèves ce qui marche pas, et t'avances comme ça. Et les gens qui ont cette méthode, d'ailleurs, réussissent très bien en business de façon générale. Parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Pas besoin de complexifier la chose. Toi, tu l'avais déjà très tôt, Lucien. Peut-être que t'es né avec, on sait pas. Non, je pense pas, non. Je pense pas. On m'a juste donné les petits tips à suivre et comme tu as dit, je pense par contre le trait de caractère que j'avais, ça a été la persistance. Je m'y suis attaché à faire ça tous les jours. J'avais un besoin réel de trouver un travail. Je sortais d'alternance, c'était vraiment vital pour moi. Et du coup, avec de la régularité, quand j'ai commencé à décrocher mes premiers entretiens, ça m'a motivé comme jamais. Alors qu'on me disait, le marché est tendu, ça va être compliqué de trouver un taf. Bon, il était pas aussi tendu que maintenant, parce que je crois que c'est à plus de 2 ans, 3 ans maintenant, enfin, un peu plus de 3 ans même, donc c'était en 2022, fin 2021, début 2022, il me semble. Ouais, c'est ça. Fin 2021. Ouais. Il y avait du taf, mais c'était compliqué pour les juniors, en tout cas. Avec un profil junior, Ok, ouais. ouais. C'était assez compliqué, mais avec de la méthodologie, ça l'a fait. J'ai eu plusieurs entretiens, ça se passait plutôt bien. J'ai refusé des propositions même qui me convenaient pas, que ce soit au niveau du salaire, au niveau des projets. Donc ça, c'est un luxe quand on est junior. Hein. Ah, c'est royal, là. On est vu accepter des Ouais, mais tu salaires vois, vraiment toi, c'était dérisoires. l'ensemble. C'était l'ensemble. C'est-à-dire que c'est pas juste de la persistance. Parce que de la persistance, alors que tu rentres dans le mur tout le temps, si tu veux, ça sert pas à grand-chose, quoi. Tu vois? C'était de la persistance, de la méthodologie. Tu analyses et tu itères. Tu vois? Ça, c'est important de le faire, parce que des fois, des gens, ils vont persister en faisant la même chose. Ils vont avoir les mêmes résultats, ils analysent jamais. C'est pas le volume qui va changer les choses, quoi. Il faut se poser au bout d'un moment. En prospection, il faut se poser. Tu te poses, tu regardes où ça en est, tes taux d'ouverture, les taux de réponse, les taux de booking de call. Tu regardes ce qui marche le mieux, tu regardes les patterns de ce qui marche. Après, et tu décryptes ce qui marche bien, tout simplement. Un petit peu répondu à la question suivante, du coup, en abordant ce sujet-là. Mais je pense qu'elle est quand même, c'est important de la poser. Selon toi, du coup, quelle est ta méthode pour transformer un excellent technicien en bon businessman? Justement, parce que j'ai fait exprès d'employer ce mot businessman. Au final, la vente, c'est quelque chose qui est commun à tous les business. Et ça, si vous savez vendre vos services en tant que développeur, vous pouvez les vendre n'importe où. De toute façon, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la bascule de technicien à businessman ou quelqu'un qui est plus orienté business, elle se fait à partir du moment où tu focuses sur les problèmes. C'est là la pierre angulaire de tout. À partir du moment où tu focuses sur les problèmes que tu es capable de résoudre, même pour le marché grand groupe, ça va t'aider. Même pour le marché grand groupe, alors que le marché grand groupe, tu l'adresses par les compétences. Quand tu vas te retrouver, devant un intermédiaire, il faut parler des compétences, hein, parce que c'est ce qu'ils comprennent. Ils ont leur fiche de mission, leur fiche de poste, c'est ce qu'ils comprennent.
Mais quand tu vas te retrouver devant le client final, regardez à la séquence classique de vente et qu'il faut absolument adapter tout le temps. C'est dans un premier temps, votre prospect, votre client vous parle des problèmes qu'il a, puis vous rebondissez sur ces problèmes, vous creusez ces problèmes et ensuite vous présentez votre expérience uniquement à la lumière de ces problèmes. Il faut absolument réfléchir comme ça. Si vous faites l'inverse, comme d'ailleurs, si vous passez par une ESN, que vous soyez free ou salarié, si le commercial il est pro, il va pousser pour avoir cette séquence parce que c'est la séquence qui vous valorise le plus. C'est ça qui vous donne le plus de chance. Si vous faites au début, on vous laisse vous présenter, puis ensuite le client présente son besoin et ensuite vous posez 2-3 questions au hasard, c'est la pire façon de vendre ses services. C'est horrible. C'est juste horrible. Donc, faites un focus sur les problèmes que vous êtes capable de résoudre. Même pour le marché grand groupe, ça va fonctionner. Et pour le marché de la contractualisation en direct, apprendre à se positionner, puis ensuite prospecter de façon disciplinée, et ensuite vendre ses services en suivant la même séquence que j'ai donnée tout à l'heure. Mais surtout, apprendre et le faire régulièrement, le fait de rentrer en contact avec des gens. Il faut apprendre à le faire. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vers vous. Ça, c'est un peu une cata, ça. C'est un peu même la création de contenu, il faut rentrer en contact avec les gens. La création de contenu 100% passive, où on attend que les gens arrivent, bon, ça marche pour les grosses stars et les gens qui ont beaucoup de popularité. Mais il faut rentrer en contact avec les gens qui ont interagi avec vos posts. C'est obligatoire. C'est ça. Exactement, l'idée de la création de contenu, ce que je dis dans certaines de mes vidéos YouTube, c'est de faire des posts, mais aussi d'aller interagir sur ceux des autres créateurs, des autres personnes qui sont dans votre secteur d'activité ou pas, ou si c'est même un secteur où vous voulez aller vers lequel vous voulez tendre, et ensuite d'engager avec certaines personnes en message privé, de créer des liens, parce qu'on peut pas créer des liens avec tout le monde, mais il y a des personnes avec qui ça va être très intéressant de le faire pour la suite par rapport à vos projets. Et si vous négligez ça et que vous venez juste poster une fois par jour et vous partez, ce sera inutile. Ce sera inutile. Et il y a l'aspect de la réciprocité qui est très important. Absolument. Mais de toute façon, il faut bien se dire que, par exemple, sur la création de contenu, les gens peuvent avoir peur de vous contacter. Ils peuvent se reconnaître dans un post que vous avez écrit, mais peuvent avoir peur de vous contacter. Donc, en fait, vous avez laissé passer une opportunité d'aider cette personne. Donc, c'est le rôle du freelance, par exemple, là, ou du développeur de façon générale, qui a endossé son rôle d'entrepreneur, d'être actif. Peu importe dans quoi, rentrer en contact avec les gens. Quand on a un réseau, qu'on est rentré en contact une première fois avec un prospect qui a l'air intéressant, gardez contact avec lui pour rester en top of mind, pour pas qu'il vous oublie. Toujours être actif. Il ne faut pas être passif, surtout en 2025. Être passif, je pense que c'est dévastateur et ça montre que les gens qui en tout cas restent passifs, ça montre simplement que soit ils veulent pas s'adapter, soit ils ne savent pas comment s'adapter. Donc s'ils ne savent pas, ça s'apprend. Ça, il n'y a pas de souci. Mais s'ils veulent pas s'adapter parce que trop d'ego, je préfère que les gens me contactent automatiquement parce que j'ai peur de froisser mon ego. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Oui, parce que vous pouvez rien y faire Attends, pardon. J'étais un peu malade ces derniers jours. Ouais. Et là, je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai la gorge qui est ultra sèche. Ah, c'est ignoble, ça. Je te jure. En plus, ça arrive d'un coup, tu sais. Ouais, c'est... Pourtant, toute la journée, là, nickel, hein. Ouais, j'ai mis un coup de pchit. Ça va doucir. Ouais, parce que tu parles beaucoup, c'est pour ça. Ouais, et encore, ça va, je t'écoute pas mal, là, donc... ouais. C'est un peu sec dans ta chambre, non? Là, je suis dans le salon, ça va. Dans le salon, hein? Ok. Bon, ça va, ça se passe bien, tu trouves, ou il y a des choses... Très bien, très bien. Hein. Très bien. Plus en détail. Ça se fera en mode podcast ou en mode vidéo ou les deux pour le coup? Il y aura les deux, je pense. Je pense que on m'a dit que je pouvais le mettre sur Spotify en podcast, les gens puissent l'écouter. Ça me semblait une bonne solution parce que c'est le truc un peu le plus utilisé. Et après, il y aura YouTube sur ma chaîne avec la vidéo. D'accord, ok. Donc voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais, il y aura les deux, ouais. D'ailleurs, normalement, j'espère sortir le premier demain, celui avec Mohamed. En fait, j'avais fait une miniature moi-même, mais j'étais pas convaincu. Et là, j'ai trouvé un Minia Maker. Un frère qui va m'en faire. J'adore ces métiers-là. Ces métiers qui sont créés, là. Très spécifiques. Ça répond à un besoin ultra spécifique, ouais.
C'est un problème douloureux, hein, parce que si personne clique sur ta vidéo, Ouais. c'est dommage. Clairement. Moi, là, j'ai des miniatures qui marchent pas et il va tout me refaire, du coup. Puis ce sera uniforme C'est vrai? maintenant aussi. Ouais, super. Ouais, il y aura Je une, vais faire tout. comment vous appelez Celle ça? du Une DA, c'est podcast ça? et, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, il nous le reste essentiellement la dernière partie. Et quelles sont les méthodes de prospection qui marchent le mieux selon ton expérience aussi? Ah, moi, je l'avais barré, celle-là, il me semble. Tu l'as barré? Tu veux? Ouais, après, on peut la faire. On peut la faire, on a le temps, il est gars, ça fait 40 minutes. Ouais, parce que l'automatisation, tout ça. J'en ai fait les frais aujourd'hui. Non, on parle pas sinon. Ouais, non. Ok, donc on reprend, je vais poser cette question. Alors, selon toi, quelles sont les méthodes de prospection qui marchent le mieux selon ton expérience? Pour la prospection, il y a plusieurs méthodes qui existent. Moi, ce que j'ai remarqué, les méthodes de prospection qui fonctionnent le mieux pour des freelances qui sont développeurs, qui n'ont pas besoin d'avoir 200 clients par mois, c'est de la prospection personnalisée à la main. Donc, pas d'automatisation, pas d'outils d'automatisation, pour plusieurs raisons. Déjà, vous, quand vous recevez un message de prospection, vous n'aimez pas l'idée d'être un numéro. Hein. Quand vous avez reçu un message impersonnel générique, vous avez juste l'impression d'être un numéro. Vous savez parfaitement que ça a été envoyé à 297 personnes avant vous. Ça ne donne pas envie de répondre. Donc la messagerie, la prospection personnalisée fonctionne mieux. Et ensuite, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens, des fois, utilisent la prospection automatisée parce qu'ils se disent, je ne sais pas forcément prospecter, donc je vais envoyer du volume à un client qui va répondre. Alors bon, à la rigueur, si vous faites du B2C, je veux bien, quoi. Mais si vous êtes dans une niche spécifique avec pas non plus énormément de boîtes en B2B dans votre marché, vous allez griller toutes vos cartouches. Ce qui est quand même dommage. Donc, prospection personnalisée. Et prospection personnalisée, ça prend pas forcément plus de temps que ce qu'on pense. Hein. La majorité des messages de prospection, en fait, sont découpés en deux. Il y a une première partie du message, ce qu'on appelle le prétexte de contact. Pourquoi vous venez contacter cette personne en particulier? Ça, c'est une partie que vous devez personnaliser pour chaque personne. Et l'autre partie du message de prospection, où vous montrez votre proposition de valeur, où vous montrez un peu de preuve sociale et vous faites votre call to action, ça, c'est une partie que vous pouvez copier-coller. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous envoyez un message de prospection, il y a facilement 70% où c'est juste un copier-coller et allez, 20-30% grand max que vous devez personnaliser. Donc moi, c'est ce que j'utilise moi personnellement et avec tous les freelances que j'accompagne. Ça fonctionne bien. Il faut de la discipline, il faut de l'itération, comme ce qu'on a dit juste avant, et de la méthodologie. Et je vous conseille plutôt de faire ça. Il y a petit aparté. Je ne sais pas si la personne va écouter cette vidéo, ce podcast. Mais il n'y a pas longtemps, avec un freelance du programme, justement, on tombe sur un CTO qui avait une super expérience, qu'on voulait contacter pour une interview persona pour le positionnement, justement. Et ce qui était assez drôle, c'est que ce CTO, il y a 1 an, il avait écrit un post qu'il avait épinglé sur son profil LinkedIn où il disait si vous me contactez et que vous m'envoyez que des trucs qui ne sont pas personnalisés, je ne vous répondrai pas. Donc nous, on a utilisé ce prétexte de contact quand on a contacté, tout simplement. On a fait 2-3 relances et la personne a fini par accepter parce qu'on était personnalisé. Voilà. Moi, je conseille plutôt ce genre de prospection, ça fonctionne mieux. Il faut apprendre à le faire et ensuite, le rôle là. Bien sûr. Oui, en B2B, c'est la qualité avant la quantité, quoi. Mais vraiment. En fait, on automatise, on peut juste faire une mini parenthèse sur l'automatisation. L'automatisation peut marcher. Il existe une bonne, comme le bon et le mauvais chasseur, il existe une bonne et une mauvaise automatisation. La bonne automatisation, c'est quoi? C'est de prendre une cible très large qui a des caractéristiques qui sont une seule caractéristique, par exemple, je sais pas, vous faites du B2B, blablabla, et d'envoyer le même message à tout le monde. Ça, c'est de l'automatique pas personnalisé. Le bon automatique, c'est en fait de segmenter à mort son avatar, faire des pools, par exemple, de 40, 50, 60 prospects qui ont plusieurs caractéristiques communes, de faire un message de prospection par pool de prospects et de balancer ça en automatisation. Les gens auront l'impression que ça a été écrit pour eux. Parce que tellement il y a plusieurs caractéristiques communes, ils ont l'impression que c'est personnalisé. Ça, c'est la bonne automatisation. Mais ça, c'est très souvent fait par des gens qui se sont cassés les dents sur de la prospection personnalisée à la main et qui le font plus tard.
Voilà. Oui, ça, c'est vraiment le D'abord, niveau apprenez, supérieur, quoi. C'est vraiment, c'est le niveau faut pas supérieur. commencer par C'est ça, le niveau quoi. supérieur. C'est, Faut pas c'est, commencer par ça. c'est, Non, faut faut pas commencer par griller ça, les quoi. étapes. Mm. Voilà, Comme on exactement. disait, mettez une échelle. Une échelle, des Mettez paliers, une et à la échelle, fin, step by ouais, step. Faut pas être pressé. ça sera mieux. Faut pas être pressé. Exactement. Comment tu vois l'évolution du marché du freelancing, dans la tech dans les prochaines années? Parce que là, il a bougé beaucoup, on le disait en début de vidéo, avec ton expérience, est-ce qu'on peut anticiper une évolution? Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'une reprise potentielle, peut-être à horizon 2026-2027. Là, on est un peu dans le creux de la vague avec l'économie européenne qui est un peu dans le mal, l'euro qui est en train de baisser. Est-ce qu'on peut espérer, du coup, une remontée un petit peu, du coup, et plus d'embauches? Pour donner une réponse franche, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal par rapport à ça. Je sais pas qui peut le donner avec précision. Ce qu'on peut regarder, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé, en fait, le freelancing, ça existe depuis longtemps. Okay. Si on regarde l'actualité récente, on peut identifier 3 phases par lesquelles est passé le marché. Il y a ce qui se passait avant 2020, hein, juste avant 2020. Il y a ce qui s'est passé à la sortie du confinement, du premier confinement en 2020 jusqu'à fin 2022, début 2023. Il y a une 3e phase qui est à partir de début 2023. Avant 2020, sur les années qui ont précédé, le freelancing existait déjà, bien sûr. Il y avait pas mal de gens qui étaient en freelance, le marché était porteur, les gens recevaient des opportunités facilement, tout allait bien. Entre, on va dire, fin 2020 et fin 2022, début 2023, explosion du freelancing. Et quand je dis explosion, c'est vraiment explosion. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont lancés en freelance, mais en parallèle, il y avait beaucoup de besoins de clients. Et étant donné qu'on était encore dans l'incertitude de confinement, reconfinement, confinement, reconfinement, les clients étaient encore en mode full remote, télétravail, on n'a qu'à travailler là-dedans. De toute façon, si on doit être reconfiné, il vaut mieux qu'on apprenne à fonctionner comme ça. Cette phase, fin 2020, fin 2022, début 2023, c'est une anomalie. Ça, il faut bien s'en rendre compte. C'est une anomalie complète. C'est jamais arrivé avant. On avait même, et ça c'est magnifique pour eux, des profils juniors qui se lançaient en freelance et qui faisaient x3 sur leurs revenus et qui trouvaient des missions freelance en full remote. C'était affolant. Et c'est très bien, pour le coup, en x3 en revenus, qui dirait non, quoi. À partir de début 2023, le marché s'est tendu. Pour plein de raisons. Hein, les incertitudes géopolitiques, financières, économiques. Il y a eu de l'internalisation. Les clients étaient plus fébriles. Les clients grands groupes, les processus pour trouver le bon candidat, ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. Ça a l'air d'être un peu mieux sur un certain nombre de choses, mais il faut faire attention. Il y a de plus en plus de freelance qui se lancent parce que l'ère post-2023, ok, il y a eu moins de besoins, mais il y a eu toujours autant de freelance qui se sont lancés, donc ça crée un effet ciseau en fait. Moi, ce que je peux vous dire, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, il y a une chose qui est sûre, c'est, on l'a répété plusieurs fois, il ne faut pas être passif par rapport à sa recherche de clients. Il ne faut vraiment pas être passif. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous voyez sur les plateformes de mission, ce que vous voyez sur Indeed, Malt, toutes ces grandes plateformes de façon générale, Freework, etc., ça représente une minorité des opportunités business disponibles. C'est ce qu'on appelle le marché visible. La grande majorité des missions, des opportunités business, elles finissent jamais sur ces plateformes. Prenons le lien avec l'immobilier. Hein. Quand vous avez fait l'immobilier, toujours, quand on se balade dans la rue, on voit des agences immobilières avec des vitrines. Sur les vitrines, il y a telle maison, tel prix, tel appartement, tel prix. Toutes les personnes qui se sont intéressées un peu à l'immobilier savent que ça, c'est des biens que personne ne veut. Et donc, ils finissent sur la vitrine. La majorité, ça se fait en bouche à oreille, en fait. Quand vous avez un intermédiaire qui a une mission, il fait le point avec son client, le client a un besoin, la première chose que fait l'intermédiaire, c'est qu'il se retourne vers sa base de données candidats et vers son réseau. C'est la première chose qu'il fait. Et si jamais vraiment il trouve personne, là, il met les opportunités, les fiches de mission, etc. sur les job boards. Donc déjà, vous, si vous restez passif et que vous faites que postuler, vous allez faire face à une concurrence qui est monstrueuse. Donc vous devez apprendre à nouer des contacts avec les intermédiaires pour avoir accès à ces missions avant qu'elles sortent sur Internet. Et après, pour l'autre marché dont on a parlé, le marché start-up, PME, etc., c'est un marché qui est super prolifique,
qui est aujourd'hui très peu prospecté. Donc, il y a beaucoup de besoins dans ce genre de marché. Donc, il faut apprendre à aller chercher du business dans ce genre de marché. Donc, une démarche active dans tous les sens. Il faut surtout pas attendre. Après, le marché, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre. C'est le marché. Vous ne pouvez rien y faire. La seule chose que vous pouvez faire, vous, c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour que votre activité se passe bien, que vous puissiez continuer à faire du business de façon générale. Ça, vous avez la main dessus. Ça, c'est des choses que vous avez développées. L'état du marché, il est ce qu'il est. Moi, je répète aussi pas mal dans mes premières vidéos YouTube que avec l'émergence de l'intelligence artificielle, il y a un nouveau marché qu'on peut adresser en tant que freelance ou petite agence, on va dire. C'est celui des TPE, PME qui, avec l'IA, peuvent accéder à des développeurs du coup plus puissants, plus rapides et pour le même budget, développer des solutions sur mesure pour eux qui auparavant n'étaient pas atteignables parce que il leur fallait 4, 5 développeurs. Ils n'avaient pas les moyens. Alors qu'aujourd'hui, 2 développeurs, si bien formés à l'intelligence artificielle, on peut aller très vite sur plein de sujets. Est-ce que toi, tu es d'accord avec moi sur cette analyse-là? Est-ce que ce serait pas un des nouveaux modèles d'affaires qui serait en train d'émerger? Alors, déjà sur l'aspect dev et IA, en effet, j'avais regardé ta vidéo plusieurs fois, j'avais adoré la métaphore de la fusée, là. Sur tout ce qui est dev et IA, c'était vachement pertinent. Et en effet, c'est vrai que pour un certain nombre de boîtes, des TPE, des PME, le prix peut être un élément freinant. Donc avec l'IA, ça va permettre de développer justement des solutions à ce genre de boîte et leur donner l'accès à ce que des développeurs sont capables de faire et donc ouvrir le champ des possibles. Ça, je suis 200% d'accord sur cet aspect. Donc il faut le voir, là, dans ce cas, l'IA comme une opportunité, surtout pas comme un risque de c'est la fin du monde et puis tout le monde va mourir. Après, sur les nouveaux modèles d'affaires, il y a beaucoup de choses qui se sont développées dernièrement et à mon avis qui vont continuer à se développer de plus en plus. Parce que quand on prend par exemple, moi, ma spécialité, les gens qui sont freelance, on va prendre l'exemple des développeurs. Jusqu'à présent, la majorité des développeurs freelance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des missions chez des clients. Très bien payés. Je rappelle que les développeurs, les ingénieurs, les chefs de projet, toutes ces personnes freelance qui bossent dans la tech ou l'industrie font partie des freelances les mieux payés. Ça, faut quand même pas l'oublier. Très important à savoir. Il y a plusieurs modèles qui sont en train d'émerger, autres que de la mission classique. Il y a du SaaS, du développement de SaaS. Le SaaS, ça a toujours existé, mais de plus en plus de personnes se lancent dedans avec les compétences techniques qu'ils ont. Il y a de la vente au forfait. La plupart des freelances, ils font des missions en régie, payées au TJM. Donc, ils sont chez leurs clients, ils subissent les conditions de présentiel ou de télétravail du client, ils n'ont pas leur mot à dire. Travailler au forfait, sur engagement de résultats, pour le coup, c'est une formidable façon de faire du full remote. Donc, c'est un nouveau mode aussi de fonctionnement. Il y a aussi des gens qui se lancent dans le coaching, dans l'accompagnement, par rapport à leurs compétences techniques. Il y a des gens qui se lancent dans la création de formations digitales. Et il y a même des gens qui font de l'apport d'affaires. C'est-à-dire l'art de mettre en contact un freelance et un prospect et de prendre une commission au passage pour développer justement des revenus passifs. En fait, tous ces modèles d'affaires, on les voit de plus en plus se développer. Les gens s'intéressent de plus en plus à ces modèles d'affaires. Par contre, il y a un truc qui est très très important là-dedans. C'est qu'en fait, tous ces modèles d'affaires nécessitent vos compétences techniques. Ça, c'est sûr, c'est obligatoire. L'apport d'affaires, qu'est-ce qui fait la grosse plus-value là-dedans? C'est que si vous êtes développeur sur une techno en particulier, vous allez pouvoir challenger et trouver le bon profil parce que vous savez en détail comment le challenger et trouver la bonne personne. Exactement. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est pareil, vous avez des compétences techniques pour développer, du coaching, compétences techniques et tout. Il faut faire attention. Les compétences techniques seules, elles ne suffisent pas du tout pour ces business. Hein? C'est connu dans le SaaS. On dit toujours que dans le SaaS, c'est quoi les proportions, Lucien, là, entre technique et marketing et vente c'est 20-80, c'est quoi? 50-50. Hein 50-50. En termes de temps investi, ouais, faut compter minimum. Et un minimum, nous, chez Tech Insight, là, vu qu'on est deux, moi, je passe plus de 50% de mon temps sur tout ce qui est marketing, stratégie. Et j'essaie, et tout le reste, en gros, je code dès que je peux. Après, pourquoi je dis 60%? Parce que c'est pas
fait de manière linéaire. Il y a des jours où je vais coder toute la journée. Il y a des jours où je vais faire du marketing toute la journée, ça dépend. On adapte aux besoins. Et Fahari, du coup, mon associé, qui lui a plus ce rôle de CTO et qui, moi, je suis un petit peu ce qu'il met en place sur l'aspect technique, sur les grands choix techniques. Voilà, lui, il a l'expérience que moi je n'ai pas, et on est complémentaires là-dessus. Et ça aussi, c'est quelque chose que je veux mettre en avant, c'est que se lancer dans le SaaS seul, dans le business du SaaS, c'est très compliqué, surtout quand on n'a pas déjà des revenus, déjà une activité, parce que c'est très long de commencer à générer vraiment de l'argent. Parce qu'en général, on est sur des très petits revenus, c'est-à-dire des très petits prix, 10 euros, 15, 20 euros, 30 euros. Et donc, il faut des énormes volumes pour être rentable. Donc, la stratégie, selon moi, c'est si on veut rester seul, il n'y a pas de problème, mais c'est partir sur des micro SaaS qui sont vraiment là pour répondre à un besoin ultra précis sur une niche très précise qu'on va développer en que quelques jours. Donc, on peut se focaliser sur le code et ensuite focaliser sur la vente. Il n'y a pas de problème. Alors qu'un SaaS, c'est impossible. Un vrai SaaS qui est complexe, un peu comme Tech Insight ou d'autres. Je pense par exemple récemment à celui de Tapit, justement, qui permet de prendre des liens de Kylian. C'est des SaaS qui nécessitent un gros travail sur le marketing pour aller chercher des opportunités et un gros travail sur l'outil en lui-même parce qu'il y a beaucoup de choses à développer. Tech Insight, c'est la même chose. Donc, développer ce genre de SaaS tout seul, je vous le dis, c'est un bourbier, vous allez droit dans le mur. À moins d'avoir énormément d'expérience, des ressources, de l'argent à investir pour soit déléguer, soit faire du ads ou quoi. Et encore, même ça, c'est pas forcément une solution. T'as pas cet argent au début. En général, non. C'est pour ça que même je vois de plus en plus de personnes dire aux développeurs, ne faites pas un SaaS. Si vous êtes freelance ou si vous êtes en CDI, ne faites pas un SaaS en fait. Apprenez déjà peut-être à devenir freelance ou à créer une offre justement, comme tu le disais, pour être encore plus indépendant vis-à-vis du full remote. Voilà, apprenez déjà à créer une offre, un service avec vos compétences, à vendre cette offre-là. Ensuite, une fois que vous serez capable de faire ça, vous embauchez un développeur pour faire l'aspect technique, vous gardez l'aspect commercial et vous montez une petite agence comme ça. Ça, c'est une stratégie qui peut être intéressante. Et ensuite, là, vous avez un business qui tourne en automatique et vous pouvez commencer à aller vous amuser sur du SaaS. Mais vous avez déjà de l'argent qui rentre, vous êtes sécurisé et vous pouvez même réinvestir à la fois les ressources humaines que vous avez pris sur cette agence-là dans votre SaaS et vous pouvez aussi réinvestir un peu d'argent. C'est ce qu'a fait le fondateur qui vient de Tapit et je trouve ça très, très intelligent et c'est pas le seul, il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est-à-dire que de faire un premier business où on est sur plus du high ticket au final, on va aller chercher des sommes un peu plus élevées pour plus rapidement atteindre des gros CA et avoir une aisance plutôt que de se lancer directement dans un premier business de SaaS. Pour réinvestir derrière. Tu vois, c'est là où on se rend compte que la partie compétences techniques, c'est une partie de l'équation en fait. Mais c'est pas toute l'équation quoi. C'est pas toute l'équation. C'est pareil pour la formation digitale. La formation digitale, c'est dur à vendre. C'est dur. Oui. C'est pas impossible, bien évidemment que c'est pas impossible. Mais c'est pas juste, vous avez des compétences techniques, vous allez faire une formation, elle va se vendre toute seule. C'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut monter en compétences ou justement s'associer avec quelqu'un qui a ses compétences en marketing, en vente, pour pouvoir pousser le produit que vous avez créé justement techniquement. Et il y a un truc, pourquoi est-ce que tous ces nouveaux modèles d'affaires sont intéressants pour les gens? Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que il y a un aspect qui est important pour beaucoup de gens de décorréler justement ces revenus du temps qu'on passe. Beaucoup voient ça, ils se disent le SaaS, du coup, c'est la solution parfaite parce qu'en fait, tu mets un truc en ligne et les gens peuvent venir quand ils veulent s'abonner. Mais en fait, il faut se sortir ça de la tête. C'est beaucoup plus de temps investi que d'argent récupéré. Et les gens, en fait, les gens qui connaissent vraiment ce business-là, quand tu parles avec eux, ils te parlent de ça comme un investissement dans de l'immobilier. C'est-à-dire que j'ai acheté un terrain et moi, je vais construire ma maison dessus. Ça, c'est la meilleure image que vous pouvez avoir du SaaS. C'est-à-dire que vous partez de rien, vous prenez juste un terrain, un serveur, un nom de domaine, et vous allez construire un truc dessus. En espérant qu'ils prennent de la valeur avec le temps et que vous puissiez le revendre 100, 200, 300, 1 million, 2 millions, politique, voilà. L'objectif. Stratégie de revente. Très souvent, c'est ça. Très souvent, c'est ça l'objectif derrière le SaaS. C'est pas tellement de générer un gros mensuel revenu ou un revenu annuel énorme. C'est surtout de faire prendre de la valeur à un outil avec une grosse valeur perçue, justement, des fois même avoir une valeur perçue qui est très largement supérieure au problème qui règle, parce qu'il y a une forme de hype qui se crée autour de l'outil, et en fait, de le revendre et avoir un beau ticket. Et c'est une bonne façon de réfléchir. C'est quand on parle de ça, on pense MRR, ce que ça va nous générer chaque mois de façon récurrente et tout, mais on pense pas
Tu achètes un appartement, tu le revends parce qu'il va prendre de la valeur. Tu sais que c'est fou ça. C'est une bonne façon de voir le truc. Et l'autre aspect aussi sur pourquoi ces modèles sont intéressants pour beaucoup de gens, c'est que ça permet de travailler en full remote. Parce qu'en fait, tu crées un métier, quoi. Tu crées un métier, voilà, ton métier, tac, sur ces aspects. Et là, tu peux travailler de chez toi, tu peux travailler de l'étranger si tu veux, dehors si ça te fait plaisir. Et donc ça attire beaucoup de gens, tu vois. Parce que là, le full remote, il a pris du plomb dans l'aile plein pot, là, depuis 2023, c'est un peu compliqué. Clairement. Donc, dernière question, quel conseil donnerais-tu à un développeur qui démarre aujourd'hui en freelance, du coup, début 2025? De toute façon, un développeur qui commence freelance en 2025, il rentre dans un marché qui est un peu tendu, comme on l'a dit. Juste pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut surtout pas rester passif. Il faut avoir des approches qui sont passives. Donc, que vous visiez un marché grand groupe ou que vous visiez un marché pour contractualiser en direct avec vos clients, vous allez devoir rentrer en contact avec des gens. C'est obligatoire. Donc, dans les deux cas, bossez votre positionnement, rentrez en contact avec les gens, formez-vous, ça va plus vite, sur les aspects positionnement, donc ça c'est du marketing, sur les aspects vente, pour vous différencier du reste des gens. Parce qu'en fait, on a l'impression que le marché il est tendu, mais c'est surtout parce qu'on focus sur les opportunités qu'il y a sur les plateformes. En fait, il y a encore beaucoup d'opportunités, c'est juste qu'elles finissent pas sur les plateformes, tout simplement. Il faut aller les chercher avec les dents, hein, le fameux marché caché. Donc voilà, rentrer en contact avec les gens, se former, avoir un bon positionnement, comprendre son marché, et puis s'éclater dans ce qu'on fait surtout. Hein. Et Le t'as but c'est de oublié une chose. s'éclater, hein, c'est pas de, on n'est pas venu là pour souffrir, comme dirait le même mythique. Hein. Et t'as oublié une chose, de prendre un accompagnement avec toi pour aller plus vite encore. Oui, en effet. Alors après, sur les aspects formation, vous pouvez vous former de plein de choses. La formation, c'est très simple. Hein, ça vous permet juste d'aller plus vite que si vous le faites vous-même. Tout simplement. Vous pouvez essayer par vous-même, mais vous risquez de faire un peu toutes les erreurs que les gens font en général quand ils veulent arriver là. Il y a plein de gens qui ont fait ce que vous voulez faire à l'instant T, c'est-à-dire apprendre à chercher des clients, etc., mieux gérer ses entretiens de vente avec un client. Il y a plein de gens qui sont déjà cassés les dents dessus. Vous pouvez prendre des formations digitales, ça existe. Vous pouvez prendre des formations digitales plus un accompagnement de groupe, ça c'est possible. Et si vraiment vous voulez la formule premium, entre guillemets, vous pouvez prendre un accompagnement personnalisé en one-to-one. Moi, c'est ce que je fais par exemple. Je propose des accompagnements personnalisés en one-to-one pour les free de la tech et de l'industrie, justement, pour leur apprendre tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, à être proactif dans leur recherche de clients et pas attendre que ça leur tombe dessus. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, effectivement, j'ai mon profil LinkedIn, vous pouvez me contacter. Et moi, je dis toujours la même chose, hein, et je le dis en toute franchise, l'accompagnement, on est plusieurs personnes à faire de l'accompagnement, chacun avec ses spécificités, chacun avec sa personnalité. Choisissez une personne avec qui vous avez un bon feeling, la même vision de la vie, la même vision de voir les choses, et puis bossez avec cette personne tout simplement. Mais il y a de tout. Hein. Faites un petit peu le tour des popotes. Hein. Bien sûr, c'est important. Et comme tu le rappelles, donc la formation, de manière générale, la formation et l'accompagnement permet de gagner du temps pour éviter des erreurs. Mais aussi, il y a une chose qui est souvent, selon moi, pas assez mise en avant, c'est que ça permet d'avoir plus de pragmatisme sur ce qu'on fait au quotidien dans nos actions, dans notre perception du coup de nous-mêmes, parce que c'est des fois difficile de se remettre en question et d'accepter que c'est nous qui avons mal fait. Comme tu dis souvent, on a tendance à accuser le prospect. Ça, je pense que c'est une erreur de débutant dans laquelle tout le monde va tomber au début. C'est-à-dire que ouais, la personne, elle comprend pas, c'est parce qu'il est nul ou quoi, alors qu'en fait, non. Notre message n'est pas clair, notre positionnement n'est pas clair. La manière qu'on a eu d'aborder la personne avec le prétexte de contact était très mauvais ou carrément inexistant. Donc ça, c'est les petits tips. Mais la remise en question, surtout, ça va être intéressant. Et c'est pour ça que le feeling est très important parce qu'il faut être capable d'accepter la critique qui sera forcément constructive en général de la personne qui va vous accompagner. Et c'est là où vous allez en tirer vraiment d'énormes profits, quoi. Donc, faut choisir la bonne personne et accepter du coup ces critiques. Ouais, il faut être coachable. Hein. C'est-à-dire, il faut toujours rester humble par rapport à qui on est. Toujours rester humble. On connaît pas tout, on fait des erreurs. Moi, pour mon business d'accompagnement, je suis régulièrement accompagné parce que je sais que c'est un cheat code pour avancer plus vite. On choisit les bonnes personnes. Moi, quand je rejoins un accompagnement, je regarde quoi? Je le fais pour avoir accès à une méthodologie, pour aller plus vite, parce que moi, j'ai pas de temps à perdre.
Et la deuxième chose, comme tu l'as dit, Lucien, c'est me confronter à des gens qui ont déjà fait ce que je veux faire pour avoir leur feedback, comment ils réfléchissent, prendre du recul par rapport à tout ça. Ça vaut de l'or, ça. Parce que des fois, Bien on a sûr. des réflexes, on fait les mêmes choses depuis 1 an, 2 ans, et on ne se rend pas compte qu'au final, c'est nous qui sommes dans l'erreur, qu'on ne fait pas bien les choses. Tu vois. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite sur ces aspects. Il faut vraiment voir ça, encore une fois, comme un placement. C'est pas forcément risqué. C'est risqué, en fait, de payer un accompagnement, une formation, si derrière, vous ne faites rien. Et le risque est nul si vous avez fait votre recherche. D'ailleurs, vous prenez pas n'importe qui, hein. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de monde qui est sur ce marché-là. Il faut prendre le temps de trouver la bonne personne. Mais si vous êtes convaincu que Karim ou une autre personne est cette personne-là pour vous, l'argent que vous allez investir, vous allez le récupérer au centuple, largement, sur les années. C'est-à-dire qu'en général, c'est quelques milliers d'euros un accompagnement en one-one. Hein, on n'est pas sur des sommes non plus à 20 000 ou 30 000 euros comme pour certaines écoles. Et là, vous allez pouvoir récupérer avec les années, augmenter votre chiffre d'affaires, débloquer énormément de choses. Ah oui. C'est une évidence. Là, tu prends un condensé d'expérience en très peu de temps. Tu progresses, si tu l'as fait toi-même, ça t'aurait pris plus de temps. Et tu prends ce genre de condensé, tu comprends la mentalité qu'il faut avoir, etc. Et tous les gros entrepreneurs se font coacher. Mais tous, même ceux qui font Même les 500 présidents, 000 euros par mois, hein. 1 million, les présidents. Il y a pas mal de vidéos qui passent sur temps-ci sur le prix à l'heure du coaching de Tony Robbins. Pour lui, c'est encore autre chose. C'est du développement personnel, c'est le gros. Je sais pas elle est à combien l'heure, mais c'est un prix ridicule. Mais vraiment ridicule, hein, à l'heure, quoi. Donc, tout le monde se fait coacher. Les gros sportifs se font coacher au niveau de leur mindset, par exemple, sur de la stratégie, sur du sport, surtout. Ça permet d'aller plus vite. Et faut bien se considérer qu'en général, on a la tête dans le guidon hein, quand on fait les choses. On se rend pas compte quand on fait mal les choses. Et des fois, juste un petit truc, on change juste un petit truc et boum, on se met directement dans la bonne direction. Et aussi, ce que tu disais, c'est encore plus important sur le lien qu'il faut avoir un feeling avec la personne. Parce que le temps de votre accompagnement, qui va durer très souvent, c'est des périodes de 3 mois, voire 6 mois. Donc ça va durer longtemps. Il se peut que vous soyez pas toujours ultra motivé, que vous ayez des problèmes, des choses qui surviennent dans votre vie. Ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et le fait d'avoir un feeling avec cette personne-là, ça va être rassurant en fait, de savoir que vous avez quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui va vous motiver, qui va vous pousser. C'est pas juste quelqu'un à qui vous avez donné de l'argent et qui se dit bon ben lui il applique pas parce que bon il lui est arrivé ça, ben tant pis, c'est son problème. Non, c'est vraiment il y a une vraie relation qui se crée. Sachez que c'est plus que vous allez gagner, même sur le plan humain. Donc c'est intéressant, c'est important de faire ce travail-là. Ouais, t'as 200% raison. Oui. Ce qu'il faut comprendre de toute façon, et ça, sans vouloir faire de développement personnel un peu bullshit, de toute façon, les bienfaits pour vous, ils sont en dehors de votre zone de confort, obligatoirement. Obligatoirement. Et donc, quand vous allez faire un accompagnement ou ce genre de choses, vous allez sortir de votre zone de confort, obligatoirement. C'est parce que c'est un bienfait pour vous. Et donc, autant le faire avec une personne avec qui vous avez un bon feeling, parce que des fois, ça va pas être facile. Oui, des fois, ça va aller très bien. Des fois, vous allez avoir des coups de mou, mais c'est normal quand on progresse, c'est normal, quoi. Tout le monde passe par là. Et donc, avoir une personne avec qui vous avez un bon feeling, avec qui vous pouvez discuter, ça va faciliter les progrès, etc. Et comme ça, vous pourrez être fier de vous, de ce que vous avez fait, des progrès, que vous êtes sorti de vos zones de confort, qu'il y a des choses qui vous faisaient peur et que vous les faites maintenant. En fait, tout ça, faites-le pour vous, hein, pour être fier de ce que vous faites et du fait d'avoir avancé, de ne pas être resté passif. Hein, tout ça. On se rappelle que de ça à la fin de la vie. Exactement, exactement. Mais merci à toi, Karim. Tu nous as partagé énormément de bons conseils. Je pense que les gens qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin en ont eu pour leur temps. Donc merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et n'oubliez pas, en description, vous avez les liens pour retrouver du coup Karim, à la fois sur LinkedIn et je mettrai d'autres liens s'il y en a d'autres à me faire passer. Il y aura aussi mes liens à moi pour me retrouver sur LinkedIn. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais que Karim il est disponible. Il me semble même que d'ailleurs tu proposes un appel, non? Tout à fait, Un ouais. appel, non? Je propose Ouais, c'est ça. un appel découverte justement pour les freelances qui veulent devenir plus autonomes sur leur recherche de mission. Un appel découverte que vous pouvez booker directement sur mon profil LinkedIn. Le but de cet appel, c'est pas que je vous propose d'accompagnement du tout, c'est que vous m'expliquiez votre situation
et que je puisse voir si moi je suis en capacité de vous aider, est-ce que c'est dans mes compétences ou non. Si c'est pas dans mes cordes, je vous dirai clairement, je suis pas capable de t'aider. Et si jamais je suis en capacité de vous aider, dans ce cas, je vous présenterai plus en détail le programme et comment je travaille avec les freelances dans le cadre de ce programme. Parfait. Parfait. Ben voilà, tout est dit. Encore merci à toi, Karim. Et Avec j'espère plaisir. qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble sur ces sujets-là. Et je te dis à très vite. Ça marche. À très bientôt. Ciao, Ciao, bonne ciao. soirée tout le monde. Salut.